Fyodor Dostoïevski. Une sale histoire. Chapitre 6. Aussitôt, un bruit terrible, un craquement, un vacarme de chaises renversées. Et en un instant, la chambre nuptiale fut envahie par une foule de femmes hurlantes, vêtues de déshabillés les plis divers. C'était la mère de la jeune mariée, sa sœur aînée, qui avait à cette occasion abandonné ses enfants malades, ses 3 tantes, et même celle qui avait une côte cassée. La cuisinière arrivait aussi, suivie de près par la vieille allemande, dont le métier consistait à raconter les histoires des 1001 nuits. Bien qu'on lui eût retiré son édredon, le meilleur de la maison, et qui constituait tout son avoir, elle s'amenait sans rancune toutes ces estimables commères qui, depuis un quart d'heure, guettaient à la serrure, étaient dévorées d'une curiosité malsaine. Soudain, quelqu'un ayant fait la lumière, un spectacle inattendu s'offrit aux yeux. Les chaises à côté, ne pouvant supporter le double poids, venaient de céder et l'édredon reposait par terre. La jeune mariée pleurnichait et bouillait de colère, se sentant vraiment offensée. Pseldonimov, absolument anéanti, se tenait dans la pose d'un criminel pris sur le fait. Il n'essayait même point de réagir, insensible, aurait-on dit, aux cris et hurlements qui venaient l'accabler. Ce vacarme attira enfin la mère de Pseldonimov, mais cette fois, ce fut la belle-mère qui eut le dessus. Elle commença par accabler Pseldonimov, hébété, de reproches aussi étranges qu'injustes. « Quel époux faites-vous donc? À quoi êtes-vous bon après cela ?» etc., etc. Et saisissant la main de sa fille, elle l'entraîna dans sa chambre, tout promettant de conter au père qui ne manquerait pas d'en être courroucé, les raisons qui l'avaient fait agir de la sorte. Le reste de la société les suivit en branlant la tête et poussant des ah de découragement. Pseldonimov resta donc seul avec sa mère qui cherchait à le consoler, mais il la renvoya bientôt. D'ailleurs, vous auriez pu essayer en vain toutes les consolations. Il gagna le canapé et plongé dans de mornes réflexions, resta longtemps ainsi, vêtu seulement de l'indispensable linge et pieds nus. Les pensées s'entrechoquaient dans sa malheureuse tête. Par moments, il laissait tomber un regard machinal sur la pièce, où peu d'heures avant se démenait la foule enragée des danseurs et qui restait encore tout imprégnée de l'odeur du tabac. Les mégots et les enveloppes de bonbons couvraient toujours le sol humide des salles. La ruine de la couche nuptiale et les chaises renversées représentaient, pour le pauvre garçon, la vanité des espoirs et des rêves d'ici-bas. Il resta ainsi plus d'une heure. Des rêveries lourdes hantaient son cerveau. Par exemple, qu'est-ce qu'il attendait à son bureau? Il comprenait parfaitement qu'il lui faudrait changer de service, car après ce qui venait de se passer, il ne pouvait rester dans le bureau du général. Le souvenir de Mamiferov vint aussi l'importuner. Le beau-père ne lui ferait-il pas danser la cosaque à seule fin de se convaincre? Puis, se fait la pensée terrifiante que ce dernier n'avait jusqu'ici donné que 50 roubles qui, maintenant, étaient dépensés. Il n'avait plus reparlé des 400 autres roubles de l'ado. Pseldonimov ne possédait non plus aucun droit de propriété sur la maison. Puis, songeant aussi à sa femme qui venait de l'abandonner dans le moment le plus critique de son existence, le malheureux revoyait l'officier qui se mettait à genoux devant son épouse. Il s'en était aperçu, non sans un sentiment de colère rentré. Enfin, il pensa aux 7 diables qui, selon les affirmations paternelles, résidaient dans sa jeune épouse et qu'il lui faudrait chasser avec le bâton préparé à cette fin par le vieux Mamiferov. Naturellement, il se croyait de taille à supporter bien des avanies, mais réellement, le sort n'était-il point trop féroce envers lui, l'accablant ainsi par surprise, comme pour mieux anéantir ses dernières forces. Et Pseldonimov se désolait, remâchant ses malheurs cependant que le bout de bougie agonisait sur la table. La vague lumière, découpant le profil du triste abandonné, projetait son ombre sur le mur où se dessinait un être immense, au nez recourbé, au long cou, aux 2 mèches formant cornes. La fraîcheur du matin le fit trembler. Morne est là. Il se leva, regagna l'édredon tassé
entre les chaises renversées, et sans rien réparer du désordre, il s'allongea dessus sans mettre même un oreiller sous la tête. Un sommeil de plomb l'envahit, et il sombra dans l'inconscience avec le fatalisme d'un condamné à mort. D'un autre côté, à quoi pourrons-nous comparer la nuit d'Ivan Ilitch venait de passer sur la couche nuptiale? Les maux de tête, les vomissements et d'autres accès plus désagréables encore n'avaient cessé de le torturer. Il endurait le martyre de l'enfer. Les éclairs qui, de temps en temps, traversaient son cerveau lui montraient de tels abîmes de terreur, des tableaux si abjects et si ténébreux qu'il eût mieux valu pour lui ne plus jamais se réveiller. Du reste, tout cela s'entremêlait dans sa tête. Il reconnaissait pourtant la mère de Pseldonimov. Il entendait ses encouragements. Souffrez un peu, mon petit pigeonneau. Souffrez, petit frère, cela va se passer. Il la reconnaissait, sans comprendre cependant pourquoi cette femme se trouvait à son chevet. Des fantômes étranges surgissaient sans cesse. Le plus souvent, c'était Séman Ivanovitch, puis aussitôt, en regardant plus attentivement, le général reconnaissait le nez de Pseldonimov. L'artiste, l'officier, la femme à la joue bandée dansait une sarabande échevelée devant ses yeux. Mais ce qui l'intriguait le plus, c'était l'anneau doré du ciel de lit au-dessus de sa tête. Tout en le voyant distinctement briller dans la lueur tremblotante du bout de bougie, le malade ne pouvait se rendre compte de ce que c'était, ni de ce que cette chose étrange faisait là-haut. Il questionna plusieurs fois la vieille, mais sans doute ne s'exprimait pas de façon suffisamment claire, car elle ne put jamais arriver à le comprendre. À l'approche du matin, les accès s'arrêtèrent et il s'endormit sans rêve 1 heure durant. Quand il se réveilla, en pleine conscience, il sentit une douleur vrillante dans la tête ainsi qu'un goût nauséeux dans la bouche. Sa langue lui semblait être un bout de chiffon. Dressé sur le lit, il jetait autour de lui des regards étonnés. La pâle lumière du jour naissant, traversant les fentes des volets, tremblait sur le mur. Il ne devait pas être loin des 7 heures. Quand il eut enfin la notion exacte de ce qui s'était passé, il se rappela toutes les aventures qui avaient agrémenté le souper. Son action héroïque manquée et son discours à table, quand, avec toute la netteté possible, il envisagea les conséquences de son équipée. Quand, enfin, il vit l'état dans lequel il avait mis la couche nuptiale de son malheureux subordonné. C'est alors seulement, que la honte et la terreur le saisirent. Il poussa un cri et, se voilant la face, tomba dans les oreillers. Tout près de lui, sur la chaise, reposaient sa fourrure, son bonnet et ses gants jaunes. L'idée de disparaître lui vint aussitôt, mais la porte déjà s'ouvrait et la vieille Pseldonimov entra, portant une cuvette de terre entre ses bras et une serviette sur l'épaule. Elle posa le récipient sur la table de toilette et, sans autre discours, enjoignit au malade de se débarbouiller. « Allons, petit père, tu ne peux pas sortir d'ici sans te laver. » Ivan Ilitch comprit que s'il y avait un être devant lequel il n'eut pas à rougir, c'était bien cette bonne vieille, et se rafraîchit donc la figure. Longtemps après, dans ces heures difficiles de l'existence où remontaient les reproches de la conscience, le général se rappelait cette ambiance de son réveil. Le pot de faïence, la cuvette en terre remplie d'eau froide dans laquelle nageaient quelques glaçons, la savonnette ovale et entourée de papier rose, valant bien 15 kopecks environ, sans doute achetés pour les jeunes mariés, et qu'il avait été obligé d'entamer. L'eau froide lui avait rafraîchi les idées. Il s'essuya, puis sans même remercier son infirmière, il prit son bonnet, jeta sa fourrure sur ses épaules et s'enfonça dans le corridor. Il traversa une pièce inconnue, dans laquelle la cuisinière, encore enfouie dans sa couche, se dressait pour lui jeter un regard curieux. Il arriva enfin dans la rue et, appelant un fiacre qui passait, sauta vivement dans la voiture. La matinée était froide. Un brouillard jaunâtre voilait les maisons. Ivan Ilitch releva son col. Il pensait que tout le monde le reconnaissait et lui reprochait sa conduite.